Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vous le savez, la situation est un petit peu particulière puisque beaucoup de monde est coincé chez soi et du coup on se retrouve à avoir un peu plus de temps libre qu'à la normale. Dans mon cas, j'ai décidé d'utiliser une partie de ce temps libre pour améliorer un peu mes vidéos et améliorer la manière dont je filme notamment mes vidéos. Alors comme beaucoup de petites chaînes YouTube, mes vidéos sont filmées avec un smartphone et depuis 2 ans et demi environ, j'ai filmé toutes mes vidéos avec mon OnePlus 5T qui n'est pas incroyable en termes de qualité vidéo, mais c'est à peu près la meilleure caméra que j'avais sous la main. Évidemment, filmer des vidéos avec son smartphone, ça a pas mal d'inconvénients, et les deux que j'ai le plus souvent rencontrés, c'est des problèmes de mémoire, puisque mon téléphone, j'utilise pour faire autre chose que filmer des vidéos, donc évidemment au niveau espace de stockage, eh bien c'est un petit peu serré. En gros, je jongle avec les 30% de mémoire qui me reste de libre sur mon OnePlus 5T, ce qui me donne à peu près de quoi filmer pendant 1 heure. Au bout d'1 heure, je suis obligé de stopper, transvaser les vidéos, tout supprimer, et recommencer à filmer. Alors la qualité vidéo des smartphones n'est pas mauvaise, mon OnePlus 5T n'est pas incroyable à ce niveau-là, et un autre problème que j'ai, c'est qu'il n'y a pas de retour vidéo sur un smartphone, puisqu'on filme évidemment avec la caméra arrière, donc tout ce qu'on voit, c'est l'arrière du téléphone. Donc pour ceux qui se disent, tiens, tu regardes trop le retour vidéo, il n'y a pas de retour vidéo. Donc un changement que j'ai fait ces derniers temps, c'est que je suis passé de mon OnePlus 5T à un iPhone 8 pour filmer. C'est un iPhone 8 que j'ai trouvé pour pas très cher sur eBay, qui est comme neuf, qui est même très récent puisqu'il a 6 mois. Par contre, il a un petit souci, c'est qu'on ne peut plus passer d'appels avec. Les appels ne fonctionnent plus, les SMS et la 4G fonctionnent, mais les appels ne fonctionnent plus. En revanche, je l'ai eu pour un plutôt bon prix, ce qui m'a permis de résoudre deux problèmes. Déjà, améliorer un petit peu la qualité vidéo, puisqu'un iPhone 8 a une qualité vidéo un peu meilleure que mon OnePlus 5T. Et deuxièmement, avoir un téléphone dédié à ça, avec tout le stockage dédié à filmer mes vidéos, et donc ne plus avoir à jongler en permanence avec transférer les vidéos, supprimer, refilmer, etc. Puisque dans l'état actuel, je peux filmer des heures avant d'avoir rempli la mémoire, donc je suis tranquille à ce niveau-là. Il reste toujours un problème, c'est la question du retour vidéo. Maintenant, comment avoir un retour vidéo sur un smartphone? Eh bien, il y a plusieurs solutions. Soit vous avez directement quelqu'un derrière la caméra, ou plutôt derrière le smartphone, qui peut vous cadrer et gérer tout ça pour vous. Malheureusement, on ne peut pas toujours avoir quelqu'un avec soi. La deuxième solution, c'est d'utiliser un miroir. Alors, c'est quelque chose qui se fait, on essaye de mettre un miroir derrière les caméras. Croyez-moi, pour avoir essayé, c'est juste la merde. On n'est jamais bien cadré. En plus de ça, il faut que le miroir soit bien orienté pour que de là où on puisse voir le smartphone à l'envers, du coup l'image est inversée, donc c'est une vraie galère et c'est super chiant à mettre en place. Une autre technique, c'est que tous les smartphones modernes, que ce soit sous Android ou sous iOS, ont la possibilité de caster l'écran, c'est-à-dire que vous pouvez afficher l'écran de votre smartphone sur un autre écran justement. Et donc c'est cette fonction cast qui est très intéressante. Sur les smartphones Android, vous allez dans les paramètres et vous pouvez caster sur notamment quelque chose comme une clé Chromecast ou sur une télé si vous avez une télé qui est une télé connectée. Vous pouvez donc envoyer le signal vidéo de votre écran sur une télé par exemple pour l'afficher. Avec iOS, les appareils iOS comme les iPhones par exemple, vous avez également la possibilité d'afficher l'écran. Le problème c'est que pour faire ça, il faut une Apple TV, encore une fois connectée à une télé. Bon, tout ça c'est bien, mais avoir une télé plus une clé Chromecast ou une télé connectée ou une Apple TV, c'est encombrant et ça coûte assez cher. Comment est-ce qu'on pourrait simplifier les choses? Eh bien, il est possible avec des applications Android de caster l'image d'un smartphone, que ce soit Android ou iOS, sur un appareil Android, comme une tablette par exemple. Donc si vous avez une vieille tablette, vous pouvez utiliser une application. Il existe plusieurs applications pour faire ça, j'ai plus les noms en tête, il me semble qu'il y a AirPin et je crois que c'est Screencast, mais encore une fois les liens sont dans la description. Deux applications notamment, il en existe plein d'autres, mais c'est deux qui marchent assez bien, et donc qui vous permettent que vous filmiez avec un smartphone iOS ou Android de caster l'écran sur un autre appareil Android, comme une tablette par exemple. Donc vous pouvez prendre une vieille tablette, la mettre quelque part, installer cette application et votre tablette fera office de retour vidéo. Le problème c'est que si la solution c'était juste de caster sur une tablette, cette vidéo n'existerait pas et le projet d'aujourd'hui n'existerait pas. Donc tant pis pour la tablette, puisque j'ai décidé de faire une solution un peu plus sur mesure. Il s'avère qu'en même temps que j'ai remplacé mon OnePlus 5T pour un iPhone en tant que caméra, j'ai été contacté par la marque DF Robot. Si vous avez déjà bricolé avec tout ce qui est Raspberry et Arduino, vous connaissez certainement DF Robot. C'est une marque qui fabrique, qui conçoit et qui fabrique des accessoires notamment pour justement tout ce qui est Arduino, Raspberry, Light Panda, etc. Donc j'ai déjà eu l'occasion de travailler avec leurs produits par le passé, ils font du très bon boulot. Ce que j'aime bien également, c'est que sur leur site, vous avez un wiki avec tous les produits et vous avez une description technique et des informations techniques sur tous les produits. Donc c'est plus pratique de travailler avec qu'avec certains trucs chinois où on ne sait pas vraiment ce qu'on a tant qu'on ne l'a pas reçu. Là au moins on a pas mal d'informations détaillées, il y a un forum, on est sûr de la qualité du produit qu'on va recevoir. Et donc c'est au bout de quelques jours que ça a tilté et je me suis dit pourquoi ne pas faire un petit projet sympa, faire mon propre retour vidéo custom avec un petit truc que j'ai demandé à DF Robot. Donc j'ai demandé à DF Robot de m'envoyer leur écran tactile 7 pouces HDMI pour Raspberry Pi. Vous pouvez retrouver ce produit sur leur site internet, je vous mettrai évidemment le lien dans la description. Donc il s'agit d'un écran tactile 7 pouces HDMI avec un écran tactile capacitif et pas un écran tactile résistif, donc le même tactile que vous avez sur les smartphones notamment.
Donc il s'agit d'un petit écran LCD en 1024 par 600 avec la possibilité de monter un Raspberry Pi à l'arrière. Donc il y a directement les fixations pour pouvoir installer un Raspberry Pi par exemple. Et également vous avez un réglage de la luminosité via une petite molette. Et c'est en voyant ça que je me suis dit que ce serait parfait. Parce que si vous avez suivi un petit peu ma chaîne, vous savez qu'il y a quelques mois de ça maintenant, Asus m'a envoyé une Asus Tinkerboard S. Donc j'ai fait la review de cette carte dans une vidéo précédente que je vous mettrai dans les fiches. Il s'agit du Raspberry Pi à la sauce Asus, donc une carte qui est un peu plus performante qu'un Raspberry Pi, mais qui reprend exactement le même format et donc qui est compatible avec l'écran de chez DF Robot. La particularité de la Tinkerboard S, c'est qu'elle a 16 Go de mémoire intégrée, donc pas besoin d'une carte SD, et elle fait tourner Android nativement. Il y a une version Android pour l'Asus Tinkerboard qui est fournie par Asus. Sachant qu'il est également possible de faire tourner Android sur certains Raspberry, alors le portage n'est pas officiel, mais ça fonctionne sur certaines cartes. Et donc après avoir passé pas mal de temps sur SolidWorks, après avoir reçu l'écran de chez DF Robot et après avoir passé pas mal d'heures à imprimer les différentes pièces en 3D, je vous présente ça. Alors je ne lui ai pas donné de nom parce que j'avais pas vraiment d'inspiration. C'est donc l'écran de chez DF Robot, l'écran tactile 7 pouces avec donc l'Asus Tinkerboard installé au dos dans un boîtier. Alors dans mon cas, je l'ai imprimé en blanc avec une caméra, donc c'est les caméras pour Raspberry qui se trouvent sur le dessus. Et donc ça donne cette tablette fixe sous Android qui finalement a un peu des airs de Facebook Portal ou également de l'assistant de chez Google qui vous permet de piloter votre maison. Comme j'ai dit, vous pouvez installer l'écran 7 pouces de chez DF Robot, vous pouvez installer un Raspberry Pi, donc Raspberry Pi 2, 3, 3B+, ou alors une Asus Tinkerboard par exemple, toutes les autres cartes qui sont exactement au même format qu'un Raspberry. J'ai également prévu un emplacement pour un ventilateur de 40 mm. Alors j'ai trouvé ces petits ventilateurs sur Amazon qui sont assez bien, je vous mettrai le lien dans la description, puisque au niveau de la connectique, vous avez des connecteurs femelles qui peuvent se connecter donc directement sur le GPIO de votre Raspberry Pi ou de votre Asus Tinkerboard. Donc c'est des ventilateurs en 5 volts, vous pouvez les alimenter en 5 volts. Dans mon cas, je l'ai branché en 3,3 volts, alors il tourne un peu moins, il souffle un peu moins, mais ça permet quand même de garder une température à des niveaux raisonnables et le ventilateur est beaucoup moins bruyant évidemment à 3,3 volts qu'à 5 volts. Sur le dessus, vous pouvez, alors c'est un accessoire, mais vous pouvez donc imprimer et installer une caméra, donc c'est les caméras pour Raspberry Pi, donc c'est les petits modules caméra V2 pour Raspberry. En dessous, vous avez accès au port micro USB de la Raspberry ou de l'Asus Tinkerboard, donc c'est ce qui permet évidemment d'alimenter le tout. L'accès également à la prise jack pour y brancher des écouteurs et vous avez également l'accès à la molette pour régler la luminosité de l'écran. Accès également à 2 ports USB et au port Ethernet, donc sur Raspberry Pi ou Tinkerboard, vous pouvez brancher une clé USB, des choses comme ça. Les 2 autres ports USB sont cachés à l'intérieur tout simplement parce que j'en avais besoin de un pour pouvoir brancher l'écran tactile. Donc le tactile passe par du micro USB. Petit problème, c'est que le port micro USB se trouve sur le bord de l'écran, donc évidemment avec mon boîtier on ne peut pas l'utiliser. Donc malheureusement ça demande de souder 4 fils, mais il n'y avait pas vraiment le choix. Maintenant au sujet de l'écran de DF Robot, il est vraiment pas mal. Alors il est à l'envers, la bordure du haut comme vous pouvez le voir est un peu plus épaisse que les autres parce que malheureusement, vu comment donc l'écran est fait, j'avais pas le choix. Autrement on se retrouverait avec le port USB pour l'alimentation sur le dessus avec le câble qui passerait par au-dessus, ce serait un petit peu bizarre. Donc l'écran est techniquement à l'envers, évidemment on retourne l'image après pour avoir ça à l'endroit, mais ce qui donne donc cette bordure supérieure un peu plus épaisse. Évidemment on est sur un petit écran destiné plutôt à tout ce qui est Raspberry, donc l'écran n'est pas exceptionnel, les couleurs ne sont pas top, l'écran manque un petit peu de contraste, les angles de vision sont pas trop mal sur les côtés et également vers le bas. Le problème c'est que l'angle de vision vers le haut est un petit peu mauvais en fait. Donc quand vous regardez l'écran par au-dessus, c'est vraiment pas top. Par contre quand vous regardez par en dessous, c'est beaucoup mieux, ce qui veut dire que vous pouvez soit mettre l'écran plus en hauteur, soit carrément retourner l'écran. Que j'ai conçu le pied pour pouvoir donc faire tourner l'écran, on peut le faire tourner autant qu'on veut, le mettre en mode portrait si on a besoin, et on peut évidemment régler également l'inclinaison. Donc j'ai fait évidemment le pied pour que ma sorte de tablette puisse être posée quelque part. Un mot supplémentaire quant à l'écran de chez DF Robot, ça concerne donc le tactile. L'écran est donné comme driverless, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de pilote à installer pour pouvoir faire fonctionner le tactile. Donc sous Android par exemple, il est reconnu de base, vous le branchez et vous pouvez directement l'utiliser parce qu'il utilise donc les pilotes tactiles multitouch standard. Donc pas besoin d'installer tout un tas de pilotes propriétaires, des trucs qu'il faut télécharger, qui fonctionnent sous certaines versions d'un système d'exploitation et pas sur d'autres. Pour avoir fait l'expérience, donc sous Android il fonctionne, sous Windows il est reconnu de base également. Et j'ai fait un essai également avec Raspbian, comme vous voulez, donc sur Raspberry Pi. Et au départ, il n'en voulait pas, et après avoir branché une souris, le tactile s'est mis à fonctionner. Donc ça fonctionne également, et encore une fois, sans pilote. Pour l'alimentation, donc dans mon cas, j'utilise l'alimentation qui était avec l'Asus Tinkerboard. Donc c'est une alimentation 5 volts, 3 ampères, et je dirais que c'est le minimum. Prévoyez plutôt donc 3 ampères minimum, plutôt 4 ampères. Ce que j'aime bien avec l'alimentation pour Tinkerboard, c'est qu'on a donc le bouton
qui permettent donc d'éteindre et d'allumer tout ça sans avoir à brancher, débrancher. Mais évidemment, comme on peut y mettre une Asus Tinkerboard ou un Raspberry Pi, on peut faire énormément de choses avec. Vous pouvez l'utiliser en tant que tablette Android, vous pouvez faire par exemple votre petit assistant personnel, un peu dans le style de ce que fait Google. Vous pouvez utiliser ça comme centre de contrôle pour par exemple la domotique chez vous, ou comme écran d'information pour afficher des choses comme la météo, le trafic, votre emploi du temps, ce genre de choses. Donc évidemment, la seule limite, c'est l'imagination quant à ce qu'on peut faire avec un système pareil. Pour ce qui est donc de toute la partie boîtier, je publierai tout sur Thingiverse, le lien sera dans la description, vous pouvez tout télécharger, tout imprimer. Pour la fixation, donc je mettrai également le pied. J'ai également prévu donc une fixation en VESA standard, donc vous avez 4 trous à l'arrière qui sont espacés de 75 mm, donc c'est du VESA 75, ce qui veut dire que vous pouvez monter ce truc-là sur n'importe quel système de fixation VESA. Donc pour le fixer au mur par exemple, c'est tout à fait possible, vous pouvez utiliser un système VESA standard du moment qu'il est compatible en VESA 75. Et tant qu'à faire, je mettrai également un lien pour retrouver l'Asus Tinkerboard, puisqu'elle marche plutôt bien, hein, pour faire tourner Android, il n'y a pas de problème, ça tourne superbement bien. Évidemment, en étant connecté à Internet, ça marche un petit peu mieux, mais donc je mettrai des liens pour retrouver donc l'Asus Tinkerboard, puisque pour faire tourner Android, c'est quand même une très bonne solution. Donc c'est tout pour ce petit projet période de confinement, donc projet dans mon cas retour vidéo, mais que vous pouvez utiliser pour faire plein d'autres choses. Donc c'est tout ce que j'ai pour aujourd'hui, merci à DF Robot de m'avoir envoyé leur écran tactile 7 pouces HDMI. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas encore une fois d'aller faire un tour dans la description, vous trouverez tous les liens utiles pour refaire quelque chose de similaire. C'est tout ce que j'ai à vous dire, donc je vous dis salut à tous et à la prochaine.